Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé. Les premiers pas du général de division Abdoulaye Maïga à la primature, c'est l'intitulé de l'émission de ce soir. Pour en parler, nos invités, ils sont Monsieur le docteur Amadou Touré, il est chercheur en sciences politiques. Docteur Touré, merci d'être là. Merci bien, Borou. Bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices. Bonsoir aux co-débatteurs. Deuxième invité, Moussa Tembeli, secrétaire général du parti CDP Malikoura. Monsieur Tembeli, merci d'être là. Merci beaucoup, Barou. Bonsoir, très chers co-débatteurs, et un clin d'œil particulier aux téléspectateurs. D'accord. Troisième invité, Monsieur Chakmar Soumano, président de l'organisation des jeunes, patron du Mali et également coordinateur du baromètre. Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou. J'allais dire Sissoko, merci Soumano. C'est bien que ça a été rectifié. Ouais. Bonsoir Barou, bonsoir aux téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et de la diaspora. Bonsoir à mes co-débatteurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Abdallah Yattara, il est cadre au niveau du parti Yelema. Monsieur Yattara, merci d'être là. Merci Barou pour l'invitation. Bonsoir à mes co-débatteurs. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Une dizaine de jours après sa nomination comme Premier ministre, nous avons décidé, en tout cas ce soir, de nous arrêter pour analyser déjà les premières décisions, si vous voulez, les premiers pas du général Abdoulaye Maïga à la primature. Docteur Touré, premier acte passation de témoins avec Dr Choguel Kokala Maïga. Comment vous avez observé cette cérémonie? Pour la passation de charges entre le nouveau et le sortant, c'était trop amical. Il n'y avait pas de poignée de main. Bon, compte tenu des mesures de Covid, on peut en retenir cela. Amical, mais dans un contexte difficile où on a constaté que le Mali a été au-dessus. Les tensions sociales, même si ça existe, on n'a pas senti ces tensions. Tout s'est fait professionnellement. Il y a eu passation, il y a eu des discussions et aussi des conseils. Donc ce qu'on peut retenir, c'est une passation très amicale, effectuée, malgré qu'il y avait des tensions à gauche et à droite. Donc ils ont pu canaliser les charges pour continuer à mettre le Mali au-delà. Surtout qu'auparavant, le partant avait eu des mots, en tout cas. Le partant a chargé, mais celui qui l'a chargé, lui, n'a rien dit. Il a encaissé, mais nous sommes en politique. Et en politique, c'est l'opportunité du moment qui compte. Donc, pour ne pas créer d'autres incidents, je pense que le général d'armée a instruit à son premier ministre d'aller faire la passation, malgré les difficultés qui existe entre les deux, du samedi jusqu'à la démission du docteur Choguel Kokala. La tension était palpable, mais ils ont pu dépasser cela pour la cause du Mali. Et ils sont à féliciter à ce titre. Après la passation... On va en arriver. On va passer la parole à M. Tembeli sur l'atmosphère, l'ambiance de cette cérémonie de passation entre Choguel et Maïga. Je crois que la cérémonie s'est très bien déroulée. On a constaté, on a vu quand même une certaine maturité politique dans les deux camps. Et je crois que le sortant a donné des conseils et aussi des consignes parce qu'il y a des dossiers brûlants sur la table. Il a été, en tout cas moi je l'ai remarqué, très très courtois, même si on peut sentir un peu de tension suite à tout ce qui s'est passé. Mais je crois quand même que ça s'est passé dans un climat très très convivial et nous espérons que nous allons pouvoir continuer sur cette lancée. Est-ce qu'il ne faut pas relativiser cette convivialité? On a vu que l'entrant, le sourire manquait au rendez-vous. Bon, ça, on peut comprendre cela parce qu'il vient juste d'être nommé Premier ministre. C'est une charge, c'est une responsabilité. Je crois qu'on peut comprendre justement sa mine serrée dans ce sens-là. Parce qu'il faut comprendre qu'il est déjà en train de penser à tout ce qui l'attend. Parce que c'est aussi, je vois que mon réalisateur est en train de me contrarier avec une photo du général de l'entrant qui sourit déjà. Donc, voilà. En plus de cela, avec sa carrure de militaire, il faut comprendre que diriger un pays comme le Mali dans ce contexte particulier, ça demande beaucoup de courage, ça demande vraiment un cran particulier. Je crois que ça peut se traduire par ça.
Soumano, sur cette image de cette cérémonie de passation entre Choguel, entre les deux Maïga finalement. Oui, déjà moi, il ne faut pas que les uns les autres oublient que le général du corps d'armée, Abdoulaye Maïga, général de division, division, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est le patron qui division, voilà. Non, il y avait corps, je pense que c'était corps d'armée, mais division. Oui. Mais non, c'est corps d'armée. Non, de division. De division. Abdoulaye est général de division. Okay. Les autres corps d'armée, Assimi général d'armée. Ok, d'accord, général de division. Alors, moi, je vous dis, n'oubliez pas avant tout que c'est un diplomate. C'est vrai que c'est un militaire, mais c'est un diplomate. Et l'attitude qu'il a adoptée, c'est pas comme si c'est venu comme ça. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je vous ai dit. Et il est resté très humble. Mais il a tout ce qui dégage, c'est su. Parce que c'est maîtrisé avec sa posture de diplomate. Important. Il ne faut pas seulement voir que c'est un militaire, mais c'est un diplomate, c'est là extrêmement important. Deuxième chose qu'il faudrait aussi noter, c'est que la passation s'est faite dans des conditions les plus sobres. Et ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il s'est tout de suite mis à la tâche. Parce que d'ailleurs, même si vous regardez, vous suivez, je vais dire, le reportage de l'ORTM, celle qui a fait le reportage même dit que tout de suite on a demandé à la presse de se retirer pour qu'on se mette à la tâche. Donc dès que la passation est terminée, c'est la tâche le général s'est mis à la tâche. Donc moi je pense que le plus important pour tous les Maliens, c'est de souhaiter pleine réussite au nouveau Premier ministre. D'accord. Et qu'aujourd'hui, le Mali soit mis au-dessus de tout. Yatara, sur cette image de passation de témoins. À mon avis, très sobre. Très sobre. Choguel, on peut le dire, il sourit, mais en réalité, contre bon cœur, mauvaise fortune. Et Abdoulaye Maïga, je crois qu'il a tout fait pour se contenir. Qui souriait à peine, hein? Pour se contenir. Oui. Il a tout fait pour se contenir. Et généralement, en pareille circonstance, quand ils finissent, le nouveau raccompagne l'ancien, et sur le perron de la primature, ils font des déclarations. Ça a été, on n'a pas vu ça. Ça veut dire que la passation a été très sobre. Deuxième acte, abrogation, un flot d'abrogation de décrets, de nomination des conseillers qui conseillaient, de ces personnalités qui conseillaient Dr Choguel Kokala Maïga et aussi ses chargés de mission, Dr Touré. Bon, c'est comme si on était dans une sorte de réponse du berger à la bergère. Bon, on a l'habitude de dire œil pour œil, le monde entier est aveugle. Donc c'est pour dire que c'était prévisible et attendu du point de vue même de la nomenclature. Mais la célérité. Oui, non, en réalité, la célérité, c'est qu'il y avait l'action de purger a déjà commencé par la formation du gouvernement, qui continue à la primature. C'était vraiment prévisible. Et ils n'ont même pas perdu du temps. Ça se voit même le déroulé de la démission à la nomination, à la formation, au purge à la primature. Et les nominations nouvelles veut dire que l'actuel Premier ministre veut aller de l'avant dans la continuité. Mais ce qui attire beaucoup notre attention, c'est une purge pure et simple de l'entourage de l'ancien Premier ministre, qui hélas, nous avons constaté. Mais nous avons espéré que la nouvelle équipe rentrante fera mieux pour relever les défis qui sont assez conséquents pour le Mali. Ok. Déjà sur ces abrogations, cette série d'abrogations de décrets de nomination, on a eu l'impression que finalement, c'était une sorte de purge. Bon, on peut constater cela, mais moi je dirais que il va peut-être essayer de venir avec son équipe parce que c'est aussi, comme je l'ai dit au départ, c'est une nouvelle place. Parce que sa nomination n'est pas une surprise. Je suis sûr que lui-même, il était convaincu que ça allait passer. Et lorsqu'on est amené à occuper un tel poste, on vient aussi avec des gens de confiance, des gens avec qui on peut réellement collaborer. Je ne dis pas que ceux qui ont été remerciés ne sont pas à la hauteur, mais lorsqu'on est nommé Premier ministre, on vient avec un programme, on vient justement avec des ambitions qu'on veut, des ambitions politiques qui doivent normalement correspondre justement à sa vision de la chose. Et on peut considérer que ça va de soi. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que, voilà,
Choguel, il a travaillé avec des gens. Un autre Maïga qui vient avec son programme, il va venir avec des gens de confiance, des gens avec qui il peut effectivement collaborer. Donc moi, je sauf que le timing, il a décidé de prendre le taureau par les cornes, parce que depuis sa nomination, on a vu qu'il a posé un certain nombre d'actes qui donc dénotent du fait que les gens veulent aller vite. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement de tâches à exécuter que il serait peut-être, moi je trouve que c'est même bien d'agir comme ça. Voilà. Un gros coup de balai finalement, hein? Bon, moi je ne vois pas les choses comme ça, encore une fois. Moi j'estime que le pouvoir discrétionnaire, seul celui qui prend la décision connaît les enjeux derrière. Un pouvoir discrétionnaire n'est pas un pouvoir arbitraire. Donc c'est sa discrétion. Donc comme on l'a dit, il peut... moi je pense que quand on regarde un peu les commentaires des uns et des autres suite à la rencontre qu'il a eue avec le cabinet du Premier ministre, parce que là maintenant c'est le poste que je vois, pas les personnes, il dit que ce cabinet sera restructuré. Il a annoncé. Donc déjà, et il est dans son rôle en le disant, il pouvait aussi ne pas restructurer. Donc toujours est-il que c'est une question de pouvoir discrétionnaire. Et de mon point de vue, un pouvoir discrétionnaire, par excellence, c'est un pouvoir dont on ne rend pas compte de l'exercice. Ça c'est clair. Maintenant, généralement, qu'est-ce qui se passe moi j'ai vu sous d'autres cieux en général, quand un titulaire d'un poste quitte, il amène dans son bagage certains collaborateurs proches, directement. Ça, j'ai vu ça sous d'autres cieux. Peut-être que c'est ça la tradition républicaine, je ne sais pas. Je me pose des questions, mais c'est ce que j'ai vu sous d'autres cieux. Peut-être que si c'est la tradition républicaine, il serait dans son bon rôle d'avoir fait ça, parce que les gens doivent comprendre que si vous êtes dans un poste qui est lié à son titulaire, et comme je l'ai indiqué, parce que dans ces pays-là, si le titulaire il part, il l'emporte avec lui toute personne qui se trouverait dans cette posture. Et donc, il n'y a même pas besoin de prendre un décret d'abrogation. Bon, si peut-être ce n'est pas la tradition au Mali qu'on veut instituer, moi je peux comprendre sous cet angle-là. Mais de mon point de vue, il faudrait que peut-être les partants se disent aussi qu'ils n'ont pas démérité. C'est des Maliens. Et je suis sûr et certain qu'ils vont rebondir et puis pourront occuper d'autres postes pour servir la nation. Okay. C'est sur ce flot d'abrogation, de décret de nomination en tout cas des ex-collaborateurs de Choguel. Ça rentre dans l'ordre normal des choses. Oui. Vous savez, un cabinet par essence, c'est les hommes de main. Sauf que la rapidité par laquelle il a procédé... Le cabinet devrait même s'attendre à ça. Vous savez, souvent même quand on lit le nouveau gouvernement, quand un ministre quand il n'a pas un ministre là-dedans, généralement ses proches collaborateurs prennent déjà bagage avant que le nouveau ministre ne vienne. C'est une tradition. Donc il n'y a vraiment pas de surprise à cela. Et n'oubliez pas que c'était un gendarme, entre guillemets, un bon flic aussi. Donc il doit travailler avec ses hommes de main. Donc pour moi, ça rentre dans l'ordre des choses. Troisième acte, c'est le Conseil des ministres qui a consacré, si vous voulez, en tout cas l'élaboration, si vous voulez, d'une lettre de cadrage qui a été remise au Premier ministre par le colonel, le général d'armée Assimi Goïta. Oui, et c'est la lettre de cadrage lors du Conseil ministre inaugural. C'est une instruction cadré sur 8 axes. De la défense, on arrive à l'élection aux conditions créées pour les élections paisibles et transparentes. Donc c'est une très bonne initiative sanitaire, mais qu'on espère qu'on pourrait aller au-delà. Au-delà veut dire quoi? Des annonces, des démarches, mais nous avons plutôt besoin des actes et des actions concrètes à ce jour, vu les difficultés. Ces 8 axes pourront aboutir certainement à l'idéal. L'idéal serait qu'on trouve un Mali nouveau où il n'y a pas de mauvaise gouvernance, un Mali où les choses aillent mieux, un Mali où la reconquête territoriale est là, la souveraineté, un Mali indépendant de toute influence extérieure. Ça, c'est l'idéal. De ces 8 axes, c'est une très bonne chose et la démarche est salutaire. Mais la lettre de cadrage en elle-même, sa nomenclature nous ramène à ce qu'on appelle généralement en philosophie une réminiscence, c'est-à-dire que c'est du déjà vu et du déjà fait. Donc nous souhaitons que nous allons au-delà des annonces, des actions de tous les jours à aller vers du concret. C'est-à-dire notre difficulté majeure, c'est de faire la différence entre le possible et l'impossible, qui est notre détermination. C'est qu'on doit chercher à vrai dire à faire ce qui est possible.
ce qui est vraiment possible pour le bien-être des populations. D'accord. Tameli, le Premier ministre qui a déjà reçu sa lettre de cadrage. Je crois qu'on peut axé sur 8 points principaux. 8 points principaux. Je crois on constate déjà qu'il y a une forte volonté, n'est-ce pas, d'aller de l'avant, d'agir vite. Parce que quand on regarde ces 8 axes, on voit effectivement que ça touche aux principaux problèmes de notre société, du Mali aujourd'hui. On a vu la question, n'est-ce pas, de la défense et de la sécurité, qui est aujourd'hui une préoccupation nationale, parce que en réalité, c'est ce qui nous a amené dans cette situation d'incertitude. On a vu les réformes politiques, qui est donc la base même, n'est-ce pas, de tout ce qu'on peut demander. Parce qu'on a parlé de refondation, on a parlé de changement, et puis pour qu'on puisse aller dans ce sens-là, il faut effectivement qu'il y ait donc des réformes politiques et institutionnelles. C'est vrai qu'on a déjà entrepris, justement, on a commencé à faire des réformes, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Je crois que ce qui reste, il faut essayer, n'est-ce pas, de faire face à ça pour qu'on puisse effectivement boucler le programme. Parce qu'après la transition, il faut qu'on ait donc des institutions fortes. Il faut qu'on ait justement un pays stable pour que le nouveau président qui sera élu puisse travailler dans des conditions sereines. Il y a également la satisfaction des besoins fondamentaux. Là, on peut toucher, entre guillemets, justement, le problème énergétique, qui est un problème brûlant, un dossier vraiment brûlant. Je pense que le Premier ministre même a décidé de faire face à cela, parce qu'il a fait une première sortie. On va en parler d'ailleurs. Oui. Voilà, donc, et surtout, on parle aussi d'élections, parce que le président, je crois bien, il a insisté sur ça. Il a demandé à ce qu'on crée les conditions nécessaires pour qu'on puisse aller vers des élections libres et transparentes. Et c'est ce qui est souhaité aujourd'hui par pratiquement la majorité des Maliens. Donc je crois que c'est aussi salutaire, ça montre que la volonté est là. Et maintenant, ce qui reste, c'est de faire en sorte que la volonté puisse se matérialiser sur le terrain. Soumano, sur ces missions qui ont été assignées au gouvernement Maïga. Oui, déjà, ça peut aussi justifier, si vous voulez, le remaniement. Dans la mesure où il y a eu, à ce moment, il y a eu des changements, il y a eu des entrants, il y a eu des partants. Et si on essaie de comparer, vous allez voir que la plupart des axes développés, il y a eu certainement changement de titulaire de poste. Je ne dirais pas que ceux qui sont partis ont démérité, ils ont fait de leur mieux, mais peut-être le premier capitaine du gouvernement, qui est le président, a souhaité peut-être un nouveau souffle pour son équipe. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique le fait qu'il y a eu ces changements-là. Donc on souhaite une bonne suite de carrière pour ceux qui ont quitté le gouvernement, et aussi nous souhaitons la bienvenue aux entrants en leur souhaitant plein succès. Maintenant, tout ceci, je me dis, il faut que la population même aide à la réussite, parce que ça nous fait 3 changements de gouvernement, et il y a souvent, vous allez voir certains postes, à chaque fois il y a le changement de titulaire de ce poste-là. Donc j'estime que à ce niveau, les attentes sont très grandes. Je parle surtout de l'emploi. Et donc, c'est la population qui doit aussi aider. Parce que vous savez, moi j'ai toujours dit que l'un des métiers le plus ingrats au monde, c'est le métier de promoteur de l'emploi. Parce que si vous travaillez à insérer 10 personnes sur le marché de l'emploi, le lendemain, vous venez trouver 20 autres qui n'ont pas d'emploi. Donc, on a comme l'impression que vous n'avez rien fait. Donc, c'est, comme on dit en Mamanaka, Sanjugoro Washi. Et donc, mais c'est surtout la population qui doit beaucoup aider, et surtout le secteur privé, à impulser la relance économique, la création de valeur, la création d'emplois, pour permettre justement à la nouvelle titulaire qui est là, dont je souhaite beaucoup de réussite, de pouvoir véritablement répondre aux attentes. Parce qu'on ne crée pas comme par coup de magie. Il y a pu avoir des politiques, des réformes qu'on entreprend, mais la réalité est palpable, quoi. Et surtout qu'on est on a assisté à une situation où on revient de loin avec des différentes crises, et qui ont aussi apporté leur lot de mise en chômage technique, des pertes d'emploi. Donc je pense qu'il faudrait beaucoup aider le nouveau gouvernement à cela. En tout cas, ça, c'est de mon point de vue, ça c'est un défi important. Yatara, sur ces missions qui ont été assignées au gouvernement Maïga. Oui, 8 axes stratégiques. Oui. À mon avis, c'est classé par ordre de priorité. Quand ça vient comme ça veut dire que c'est classé par ordre de priorité. La défense est à sa place. Mais je crois que l'organisation des élections devrait venir en 2e ou 3e position. Mais ça me paraît bizarre qu'on place l'organisation des élections jusqu'en 3e position à la 8e place. Comme c'est un processus. Non. Dans l'ordre normal des choses, dans l'administration, quand on donne les priorités comme ça, quand on donne les axes comme ça, c'est classé par ordre de priorité. Comprenez? On n'aurait jamais mis la défense et la sécurité en 8e position.
Mais quand on met les élections... Sauf que l'élection est conditionnée à la défense et la sécurité. En ce moment, pas du tout. En ce moment, pas du tout. Et vous savez, je remarque aussi l'absence de création d'emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, où 80% de la main-d'œuvre existe dans l'informel, quoi qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts dans ce sens. Deuxième fléau, c'est que j'ai aussi pas vu la lutte contre la corruption. On vient d'assister à la remise du rapport du bureau du vérificateur général où on a décelé plus de 138 milliards de manque à gagner, et du rapport aussi de Leclerc où on a décelé à peu près sur 6 dossiers 1,877 milliard à peu près sur des comptes bancaires et sur des Orange Money irréguliers contrairement au cumul de salaires de ces 6 dossiers. Le cumul des salaires devrait faire 335 millions alors qu'on a décelé sur ces comptes 1,877 milliard. Vous voyez, donc la lutte contre la corruption à mon avis devrait aussi figurer en bonne place. Donc dans la forme, je crois que l'organisation des élections n'est pas du tout à sa place. Et là aussi, on dit organisation des élections dans les axes stratégiques. Vous pensez que c'est une fausse priorité à exprimer? Tout à fait. Mais lorsque le Premier ministre fait son discours et décline en fait les axes stratégiques en action, il dit création de conditions pour des organisations, pour des élections libres et transparentes. Et ce qui est différent de ce que le président a dit. Vous comprenez, comme par enchantement, toujours par rapport à la lutte contre la sécurité, chaque fois ils ne disent pas la même chose. Je crois que wait and see. Troisième acte, visite, quatrième visite à l'EDM-SA déjà, Maïga, le général Maïga qui rend visite à l'EDM, en tout cas aux travailleurs de l'EDM pour pouvoir esquiver, si vous voulez, pour pouvoir trouver quelques pistes de solutions pour la crise énergétique. Donc, pour cette question, avant de répondre, pour notre collègue Yatara, c'est qu'il faudrait qu'il comprenne. Au Mali, les assises et les dialogues intermaliens ont stipulé que les élections en soi ne constituent pas de priorité. Il faut la stabilité, il faut le retour de l'armée, le retour de l'administration, il faut la reconquête territoriale. En prenant ces facteurs, forcément l'élection devrait être en dernier lieu. C'est ce qui est fait. Maintenant, pour aboutir aux élections, il faudrait forcément passer par les 7 axes donnés. Ça, c'est du point de vue gouvernemental. Maintenant, certaines veulent les élections, d'autres veulent la sécurité. Entre la sécurité et l'élection, moi je préfère la sécurité. Donc pour répondre à cette visite du Premier ministre à l'EDEM, qui pour moi s'inscrirait plutôt dans le cadre de l'apaisement du climat social. Apaisement, pourquoi? Parce qu'il va prendre à bras le corps la principale difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la crise énergétique. Pour montrer aux Maliens qu'il il est là, il part vers l'EDEM pour s'acquérir des nouvelles et aussi s'impliquer. Parallèlement à cette visite, ce qui peut ressortir, c'est 2 analyses possibles. Oui. Cela veut dire quoi? L'échec du gouvernement sortant sur ce point, que lui, il est là, mais lui, il a d'autres recettes que les recettes qui ont été déjà mises en œuvre, notamment l'achat de groupes électrogènes, les centrales hybrides, et d'autres mesures que nous attendons toujours les résultats. Sauf qu'il a, de ce qu'on a entendu de son intervention, il attend plutôt des travailleurs de l'EDM il attend des travailleurs lui propose une recette. C'est ça, parce que comme les recettes n'ont pas escompté les résultats attendus, il met l'EDM devant le fait. Cela veut dire que l'EDM, je suis là, quel est votre problème pour nous donner de l'électricité? C'est simple, il attend leurs propositions, mais je pense que la solution possible, c'est les 2 scénarios proposé par le DG à son temps de l'EDEM, qui stipule quoi? Soit il faut de l'argent pour prendre le carburant en charge, ou soit il faut augmenter rehausser la tarification, pour moi. D'accord. Sur cette rencontre du PM avec les agents de l'EDM. D'accord. Avant de brosser cela, je pense que je vais toucher à un point aussi qui est très important. Mon aîné a parlé de la lutte contre la corruption. Il faut comprendre qu'il ne suffit pas de punir pour lutter contre la corruption. Je pense qu'il faut éduquer. Et l'amélioration, n'est-ce pas, du système éducatif peut résoudre ce problème-là. Parce qu'il faut éduquer à la citoyenneté. Il faut travailler le Malien dans sa tête. Il ne suffit pas de punir, de mettre les gens en prison. Mais il faut prévenir. Et parmi les mesures de prévention, je crois qu'on peut aller dans la tête des gens, essayer de faire comprendre aux Maliens qu'il faut préserver, n'est-ce pas, le bien commun, il faut préserver l'intérêt général, ne pas justement s'agripper à des intérêts personnels égoïstes qui ne font pas avancer le pays. Il faut éduquer les Maliens. Je pense que ça aussi, ça peut être une solution. Par rapport à la visite du Premier ministre, je crois, à l'EDM, moi je dirais que c'est déjà une bonne chose parce que ça montre qu'il a compris qu'aujourd'hui le problème énergétique est vraiment une priorité absolue pour
soulager un tant soit peu la souffrance des Maliens. Je ne dirais pas qu'on peut trouver une solution définitive tout de suite, mais il faut essayer quand même d'améliorer justement cette crise-là, de faire en sorte que les Maliens puissent accéder, n'est-ce pas, à l'énergie, parce que beaucoup d'entreprises, comme ils l'ont dit, ont coulé. Voilà, donc des activités justement se sont vues affaissées. Et aujourd'hui, on peut trouver des solutions à court terme qui peuvent par la suite donc ouvrir la porte justement à des solutions durables. Et ces solutions durables là, je pense qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Les gens ont parlé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, d'énergie solaire. Il y a plusieurs perspectives, mais il est allé rencontrer justement les gens parce que c'est eux qui vivent le problème, c'est eux qui savent ce qui se passe. Maintenant, en demandant leur avis, en leur montrant que les plus hautes autorités du pays prennent à bras le corps ce problème-là, ça peut aussi permettre aux gens d'ouvrir leur cœur et donc de parler, de donner des solutions, de dire quels sont véritablement les problèmes. Ça peut aider le pays justement à résoudre ce problème-là. Et moi, je pense que il a très bien fait de commencer par EDM parce qu'aujourd'hui, ce problème-là touche pratiquement à 100% des Maliens. Ok. Est-ce que cette proposition, si vous voulez, cette rencontre, la teneur du message du Premier ministre devant le personnel de l'EDM ne traduit pas l'impuissance même des autorités face à cette crise énergétique? Moi, j'ai une autre lecture. Je parlerai plutôt du management participatif. Management participatif, parce que vous savez, en général, quand vous voulez, comme on dit, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Ça, c'est pas possible. Si vous voulez raser la tête de quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire à son absence. Donc, le fait de venir au sein de l'EDM, au Mali, c'est un grand symbole. Bouya, comme on dit en Bambara. Et chacun se sent obligé d'apporter sa petite pierre à l'édification. Et si c'était juste des réunions techniques entre techniciens qui résolvaient la question, ce serait résolu dès lors. Mais aujourd'hui, peut-être même le chauffeur de l'EDM peut avoir sa solution, parce qu'il a sa petite... Et je pense que c'est ce que le Premier ministre a vu. Et moi, je lui tire chapeau pour cette initiative. Et je pense que ça doit être la même démarche pour les autres secteurs vitaux, de mon point de vue. Parce que peut-être ceux qui sont les premiers acteurs peuvent être les premiers à avoir des solutions techniques. Et moi, je pense que, comme il dit qu'il reviendrait. Parce qu'en partant, il dit, je vous laisse réfléchir, faites vos propositions, je reviendrai vers vous s'il le faut le 5. Et donc, je pense qu'il a donné une brève échéance. De mon point de vue, ça, c'est bien. Et encore, je l'exhorte à faire de même pour les autres secteurs vitaux, comme je l'ai dit, et particulièrement pour l'emploi. Et ce que je veux dire à mon cher ami, il ne faut pas penser qu'Irène n'a été fait en matière d'emploi. Et pourquoi? Parce que, moi, je l'ai toujours dit, c'est un métier ingrat. Ceux qui promeuvent l'emploi, on a comme l'impression qu'il ne faut absolument dire ce qui n'est pas exact. Parce que la demande, elle est forte. Et surtout en temps de crise, la demande devient forte. Imaginez, avant la crise, il y avait 300 000 demandeurs d'emploi. Avant la crise. Ça, c'était depuis dans les années 2010. On a connu la crise en 2012. À ces demandes d'emploi qui vont crescendo, va s'ajouter les pertes d'emploi. Et malheureusement, les politiques que nous avions véritablement n'étaient pas adaptés à l'accompagnement de ceux-là qui ont une expérience. Ici, ce n'est de les réorienter vers l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, l'un des défis majeurs pour le Premier ministre, et là, je comprends aussi, parce que à chaque fois qu'il y a eu le remaniement, le titulaire du poste de l'emploi a été changé. D'accord. Cela n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas de manque de résultats. De mon point de vue, c'est une perception. D'accord. Donc moi, je pense que de mon point de vue, il faudrait aussi demander l'accompagnement de tout le monde, et surtout du secteur privé qui d'ailleurs joue une part importante dans cette mission noble de mon point de vue. Ok. Sur ce déplacement du PM à l'EDM. Permettez-moi allez-y. De jouer un peu au tennis. Allez-y. Par rapport à Touré. Vous voulez attendre la fin de la mise en œuvre des 517 recommandations des assises nationales de la refondation et des 317 recommandations du dialogue intermalien pour partir aux élections. Alors que tout le monde sait que les assises nationales de la refondation et le dialogue intermalien avaient pour seul objectif de prolonger la transition. Ce n'était pas pour résoudre des problèmes. Deuxièmement, il a parlé de lutte contre la corruption. Oui. Vous voulez qu'on aille dans quel système éducatif, dans quel sens pour éduquer les gens? Vous savez, moi je n'ai fait que donner les chiffres. De 2012 à 2020, à peu près 700 milliards de manques à gagner, cumul des rapports du bureau du vérificateur général. Et cette année seulement, 2023, on a à peu près plus de 300 milliards de manques à gagner.
vous savez, on a dépassé ce stade-là maintenant. Je crois qu'avec nos maigres moyens, on ne peut pas aller encore dans le sens de la sensibilisation. Ceux qui sont à ces postes-là, ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des gamins à qui on doit apprendre chaque fois le respect du bien public. Le respect du bien public, ça s'apprend en 9e, même en 8e, en 7e année. Ce n'est pas en pleine fonction comment leur apprendre le respect du bien public. Pour revenir à mon cher ami Soumano, vous savez, moi je t'ai donné les chiffres. Les mains de 80% de la main de vie dans l'informel. Et comment vous pouvez lutter contre le chômage dans un pays où au sommet de l'État, on prend 2 à 3 salaires? Non. Écoutez, moi, président de la transition, ou même président de la République, quand tu occupes une fonction politique et que le salaire de la fonction politique est supérieur à ton salaire de fonctionnaire, je suspends ton salaire de fonctionnaire jusqu'à ce que ta mission de fonction politique prenne fin. Ça aussi, c'est préserver les ressources de l'État. Ça aussi, c'est créer de l'emploi. Mais quand on parle de 2 à 3 salaires, alors que les gens souffrent, on demande chaque fois la résilience de la population. Non. Quand tu occupes une fonction politique et que le salaire de la fonction politique est supérieur à ton salaire de fonctionnaire, je suspends ton salaire de fonctionnaire jusqu'à la fin de ta mission politique. Ça, c'est mon entendement. Effectivement, il est parti à l'EDM. C'est de bonne guerre. Mais qu'est-ce qu'il a à l'EDM qu'il ne connaît pas? Bien qu'il n'a pas été le ministre en charge de ça, il connaît tout ce qui se trouve au niveau de... Il a été premier ministre par intérim et vice-premier ministre aussi. Comprenez? Je crois que c'est de bonne guerre aussi. Peut-être c'est une nature à amener un peu la confiance au niveau des travailleurs de l'EDM pour que vraiment on puisse sortir de cet engrenage-là et que la fourniture d'électricité puisse reprendre son cours pour le besoin même de l'économie. Terminé. Oui, moi je voulais par rapport à la lutte contre la corruption, il faut faire attention. Vous savez, quand on voit les chiffres aujourd'hui, il ne faut pas penser que c'est des dégâts qui sont faits aujourd'hui. Hein. Sachez que le rapport de 2023 parle des exercices de 3 ans, N-3. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je termine. Donc, je dis, parce que si vous avez comme l'impression... vous avez parlé... Je termine. J'ai travaillé... Je n'ai pas dit le contraire. Je viens. Non, mais je termine. Je peux terminer. Contrôle général des services publics. Vous savez, une mission, c'est toujours sur les 3 derniers exercices. Comprenez que ce soit une mission d'audit financier, comptable, une mission de contrôle systématique de gestion, une mission de vérification des faits signalés. Excepté les missions de vérification des faits signalés. Sinon, tu prends toutes ces missions, c'est toujours sur les 3 derniers exercices. Quand tu parles des rapports 2023, effectivement, c'est tout ce qui est en 2023, 2022, 2021. Non. 22, 21, 20. Voilà. Non. Pas 23. Non, écoutez, je vous en prie, nous sommes en 2024. Non. Nous sommes en 2024. Non, c'est des exercices. Non, j'ai dit nous sommes en 2024. Ça concerne l'exercice 2023, 22, 21. Ça, il n'y a même pas de doute par rapport à ça. Ok, on va fermer cette parenthèse finalement pour évoluer. Mais je n'ai pas terminé. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'aucun effort n'a été fait. C'est là où je partage parfaitement l'avis de mon jeune frère. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les textes qui manquent, ce n'est pas la répression qui manque, mais ce n'est pas forcément le dispositif qui pourrait peut-être lutter contre. Il faudrait mettre l'accent sur la sensibilisation et aussi travailler déjà. Vous savez, comme on dit, depuis à la maison. Quand aujourd'hui on estime que... moi, j'ai donné l'exemple. Les parents disent souvent aux enfants, vous-même vous l'avez dit, que il faut, le bien mal acquis ne profite à personne, le bien mal acquis ne profite... Donc, moi je pense que c'est surtout ça. Il faut mettre l'accent sur ça. Et je pense que nos autorités, on a intérêt à aller vers ça parce que les textes ne permettront pas de pouvoir lutter efficacement contre le nouveau Premier ministre annonce déjà renoncer aux 2 tiers de ces fonds de souveraineté qui vont en tout cas être utilisés dans des œuvres sociales. Déjà, Touré, réaction? C'est vraiment salutaire et plus conséquent parce que ça au moins j'ose espérer que ça va impacter les trains de vie des Maliens. Et surtout que le besoin est là, le mode de décaissement c'est conforme et la rapidité à laquelle le montant peut être décaissé peut être servi pour ma région. Mais est-ce qu'on a une idée sur le montant? Le montant, on a, sauf des discrétions, il a parlé de 2 tiers. Il reste à déterminer le montant de la caisse officiellement. Ce montant pourrait être utilisé pour des cas d'urgence, généralement, comme on a chez nous avec la montée des eaux dans la région de Tombouctou. De façon générale, nous attendons quand même que ces œuvres sociales nous aident à endiguer l'inondation en cours dans notre région. Maintenant, dans le contexte politique, c'est bien. Au moins, il a répondu à d'autres qui demandaient que les autorités fournissent de l'effort
C'est salutaire et c'est un point politique conséquent. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui ressort? Ça remet toujours la question du train de vie des institutions. Au-delà des responsables, il est important qu'on tire l'attention des autorités sur le train de vie des institutions. Par exemple, les institutions budgétivores, en temps de crise, comment on peut réduire? C'est des propositions. Mais l'acte du Premier ministre est salutaire et ça répond aux questions, ça répond à la demande d'une partie de la classe politique malienne. D'accord. Tembeli, sur cette décision du Premier ministre qui renonce aux 2/3 de ses fonds de souveraineté. C'est une décision salutaire, courageuse. Moi, je pense que si les autres faisaient comme lui, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a tellement de priorités, tellement Quel autre le président de la République, le président de la transition l'a déjà fait? Il l'a déjà fait. Je vais par exemple le CNT. Je crois qu'à un moment, il y a eu des débats par rapport aux avantages alloués justement aux membres du CNT. Ça fait tellement de bruit dans ce pays que moi-même, je me disais que est-ce que c'était la peine d'aller... Mais je pense qu'aujourd'hui, ce geste qu'il vient de faire montre que les autorités de la transition, à savoir le président et son premier ministre, ont envie de montrer le bon exemple. Et c'est très important, c'est symbolique. Parce que, comme je l'ai toujours dit, vous savez, la vie d'une nation, ce n'est pas que le président, c'est les membres du gouvernement, c'est la population, c'est les forces armées et de sécurité. Chacun à son niveau doit donc jouer sa part pour que nous puissions atteindre les objectifs escomptés. Et aujourd'hui, renoncer justement à 2/3, n'est-ce pas, de ces fonds, ça peut, comme je l'ai dit, on peut les réaffecter ailleurs. Il a parlé, n'est-ce pas, de sinistrés, ceux qui ont été victimes justement des inondations. Ces fonds-là peuvent être utilisés pour les soulager. Ces fonds peuvent être utilisés pour aider d'autres secteurs. On parle même de chômage aujourd'hui, ça peut créer de l'emploi quelque part. Parce que vous savez, le problème de l'emploi aujourd'hui, chez nous, c'est un problème brûlant. Mais sachez que... on ne peut résoudre ce problème-là qu'en encourageant l'entrepreneuriat. Donc en allant vers l'entrepreneuriat, comme tous les grands pays du monde, on peut résoudre ce problème. Ces fonds, en réalité, peuvent aider à faire beaucoup d'autres choses, parce que nous savons tous que ce n'est pas des petits montants, c'est des fonds quand même qui sont assez conséquents. Et donc en allant dans ce sens-là, il a montré le bon exemple, et ça c'est à saluer. D'accord. Soumano, sur cette décision du Premier ministre. Moi, je pense que j'abonde dans le même sens que mon prédécesseur, c'est bien. Ça permet d'alléger un peu les charges de l'État. Et puis ça peut aller dans d'autres priorités, surtout que le président, lui, il avait pris le parti de faire des forages. Moi je me dis peut-être c'est de pouvoir privilégier encore la question d'emploi, parce que pour moi c'est essentiel de donner des petits kits, d'acheter des petits... Peut-être comme l'ancien premier Moussa Mara aussi, qui utilisait son salaire de député pour créer des emplois. C'est que Moussa Mara fait, à ce niveau, j'ai toujours salué ça. C'était bien parce qu'il avait fait à son échelle. Moi, je disais qu'il avait créé de la frustration. Un bon exemple. Oui, mais de mon point de vue, j'avais même suggéré en son temps qu'il puisse par moment élargir à d'autres jeunes de communes. Parce que ça crée un peu de frustration. Moi, j'ai travaillé dans le monde de l'emploi, je sais ce que ça peut faire. Mais bon, c'est déjà bien. Mais j'exhorte le Premier ministre à pouvoir mettre une partie de ces fonds, ne serait-ce que des petits montants. Vous savez, 300 000 donnés à une dame qui est au financement des initiatives. D'activités génératrices de revenus. Ça, c'est déjà bien parce que ça peut permettre de soulager. Moi, je me dis, souvent, on est sollicité au niveau, en tant que jeune patron, on vient nous demander, des femmes demandent peut-être des petites 75 000 pour juste commencer une activité. Et ils vont dire, peuvent payer les frais de scolarité de leurs enfants, peuvent souvent soutenir la popote de la mère, etc. Donc pour moi, c'est essentiel, il faudrait penser à cela. Et ça aussi, c'est une chose qui pourra, une innovation qu'on pourrait saluer, qui sera mise évidemment dans leur bilan. Et au moment opportun, on pourra tirer tous les enseignements. Yatara, sur cette nouvelle, au niveau de votre parti, vous appelez régulièrement les autorités de la transition à aller dans le sens de la réduction du train de vie de l'État. Oui, il faut d'abord dire que ce n'est pas des fonds de souveraineté. Le fonds de souveraineté, c'est uniquement pour le président de la transition, le président de la République. Oui, mais c'est ce que lui-même il a dit. Oui, mais c'est une erreur. La Cour constitutionnelle a tranché. Okay. La Cour constitutionnelle a tranché par rapport à... Lorsque la Cour constitutionnelle voulait statuer sur la loi organique par rapport aux avantages des députés, la Cour constitutionnelle a tranché. On ne parle de fonds de souveraineté que pour le président de la République et de fonds spéciaux pour le président du CNT et pour le Premier ministre.
c'est des fonds spéciaux, c'est pas des fonds de souveraineté. En tout cas, il y a des fonds disponibles. Voilà, c'est ce que je dis. Quelle que soit l'appellation, la Cour constitutionnelle a tranché à ces niveaux. Et pour le président de la République, c'est 150 millions. Pour le président du CNC, c'est 35 millions. Et pour le Premier ministre, c'est 25 millions. D'accord. Vous comprenez? Déjà sur l'initiative. Voilà. Non, sur l'initiative, je salue l'initiative. Ça montre déjà sa volonté de pouvoir, en tout cas, comme le président de la République de la transition, de vouloir toujours œuvrer dans le social. Effectivement, ça peut créer des emplois, comme ça peut aussi amener de la création de petites unités aussi de production aussi. Mais il faut aussi dire que par rapport à Mara, c'est pas uniquement la communicate, hein, c'est ouvert à tous les jeunes. Okay. C'est ouvert à tous les jeunes, c'est pas uniquement circonscrit à la communicate, c'est ouvert à tous les jeunes. Voilà, donc je salue l'initiative, c'est une très bonne idée, mais seulement s'ils pouvaient suspendre leur salaire de fonctionnaires et seulement avoir leur salaire de Premier ministre, je crois que ce serait aussi un ouf de soulagement aussi pour la création d'emplois. D'accord. Durant ces 12 jours, qu'est-ce que le Premier ministre aurait dû faire et qu'il n'a pas fait selon vous? Sur les 12 jours, il a fait beaucoup. Parce que j'ai suivi particulièrement ces déplacements de l'EDM vers les confessions religieuses, notamment les confessions catholiques et évangéliques, et le Haut Conseil islamique, le secteur privé. Bon, ces démarches pour moi rentrent toujours dans le cadre de l'apaisement du climat social. Maintenant, nous l'attendons au niveau de l'apaisement du climat politique. C'est-à-dire qu'il faut des consultations politiques, rencontrer les politiques, faire des consultations en vue d'établir un chronogramme précis et clair. Parce qu'il a deux atouts et des avantages de plus. Il a son ministre délégué, comme on l'a dit la fois dernière, en soutien au processus électoral. Il a l'EJ aussi qui a fait beaucoup d'efforts. Et d'un point de vue, le Mali a fourni beaucoup d'efforts pour tourner la page. C'est-à-dire qu'on a effectué énormément d'efforts pour qu'on puisse en rester ici. Donc sur les 12 jours, pour moi, il aurait dû rencontrer, en plus de le climat, apaiser le climat social, il devrait apaiser normalement le climat politique. C'est ce qui pourrait combler un peu. Ou c'est déjà dans son agenda. Peut-être qu'il a un agenda qu'il va rencontrer les partis politiques, consulter pour apaiser. Sinon, le climat social, il commence déjà à avoir l'apport de ces religieux, de ces différents groupes socio-professionnels qui vont certainement l'accompagner pour la suite de la transition. Mais il aurait dû rencontrer la classe politique parce qu'ils sont très frustrés. Ils n'ont pas d'activité dans un état de léthargie, rien ne bouge. On les comprend, mais il devra les rencontrer pour l'apaisement du climat politique. Monsieur Tembeli, durant ces 12 jours, qu'est-ce que le Premier ministre aurait dû faire et qu'il n'a pas fait, selon vous? Bon, on a vu quand même la main tendue, on a vu des gestes, maintenant nous attendons que des actes concrets soient posés. Il a parlé également, parce qu'il faut qu'il soit un rassembleur. Hein. On attend de lui qu'il soit un rassembleur, qu'il soit à l'écoute de toutes les couches, n'est-ce pas, du pays. Parce que pour qu'on puisse sortir de cette situation de crise, il faut écouter tout le monde. Et surtout mettre un accent particulier sur l'apaisement, n'est-ce pas, du climat social, comme il l'a dit. C'est très important parce qu'il faut débroussailler le terrain, il faut créer toutes les conditions, parce qu'on parle d'aller vers les élections. Pour qu'on puisse aller vers des élections libres et transparentes, il faut quand même qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et je crois que pour faire cela, il faut qu'on soit donc dans un climat, il faut qu'il y ait un climat social apaisé, il faut être à l'écoute de tout le monde, parce qu'un Premier ministre doit être un rassembleur, et cela ne peut se faire que lorsqu'il va également aller vers les partis politiques. Et je crois qu'en tant que Premier ministre et ministre en charge, n'est-ce pas, de l'administration territoriale, il est de son devoir de créer les conditions pour que les partis politiques puissent se voir dans les actions de la transition et pour qu'on puisse se projeter donc dans un avenir très proche sur des projets qu'on peut réaliser ensemble. Okay. Voilà. Soumano, globalement, qu'est-ce que vous reprochez aux premières démarches du Premier ministre? Rien? Non, moi je reproche rien en réalité. Mais sauf que j'attire son attention que le secteur privé a été rencontré, j'ai plus dit de deux, mais sauf que les jeunes patrons ont oublié. C'est un reproche finalement? Non, c'est pas un reproche. J'attire son attention. J'attire l'attention. Voilà, j'attire l'attention. C'est important parce que le secteur privé a été rencontré, mais il y a une frange importante qui est les jeunes patrons qui ont été oubliés. C'est pas de son fait, c'est juste les organisateurs qui ont dû oublier. Peut-être que ce serait bien de réparer ça très rapidement parce qu'on a aussi des propositions à lui faire. Ça, c'est important. Maintenant, la deuxième chose que je veux aussi lui suggérer, c'est comme on l'a dit, il faut qu'il soit à l'écoute. Et je sais qu'il est déjà à l'écoute de tout le monde, mais cette fois-ci, il faut qu'il soit beaucoup plus accessible. Parce que quand on est à la fois, on occupe les fonctions de Premier ministre, de ministre de l'administration territoriale, et qu'on veut organiser les élections,
il faut écouter tout le monde. Il le fait déjà, qu'il puisse encore, ou peut-être même de l'aide, des suggestions, qu'il lui-même il prenne le temps de lire. Pour moi, ça, c'est des choses que je lui conseillerais, que je lui suggérerais, et également de pouvoir, encore une fois, tendre la main. Même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils continuent à leur tendre la main. Voilà un peu, moi, je pense que je peux suggérer. Des imperfections ou vous avez noté certaines imperfections dans cette démarche? Pour le moment, pas de fausses notes. Seulement que ça rentre en droite ligne de tout ce que les anciens premiers ministres ont fait. Visite par-ci, visite par-là, visite par-ci, visite par-là. Il a beaucoup de choses à faire. Il faut bannir cette méthode-là aujourd'hui et aller tout droit au but. Il a tout pour réussir. Il a tout pour réussir parce qu'il en tirant effectivement les leçons de cette transition, quoique le général d'armée et le général de division Ablaï a tout pour réussir, à condition qu'effectivement qu'il puisse vraiment tirer les bonnes leçons des échecs de ses premiers ministres précédents. À l'instar du Mali, du Niger et du Burkina Faso, le Sénégal et le Tchad aussi viennent en tout cas de prendre la lourde décision de se séparer du point de militairement de la France déjà, même si le Sénégal ne l'a pas fait officiellement, mais à entendre le président Diomaye Faye, on a l'impression que demain peut être la veille. Oui, c'est un soulagement, c'est une reconnaissance de plus pour la partie malienne. C'est pour dire que notre démarche de souveraineté, encadrée par les autorités de la transition, a apporté ses effets. Donc, comme Diomaye l'a dit dans son allocution, la souveraineté ne s'accommode pas avec la présence des bases étrangères. Donc, quand on est souverain, on est souverain, ça on ne l'est pas. Donc, il a dit autrement ce que le Tchad a fait. Oui, finalement, le Tchad aussi, le ministre des Affaires tchadien aussi a affirmé qu'après 106 ans d'indépendance, il est temps que le Tchad affirme sa souveraineté pleine et entière. Que le Tchad a grandi. Le Tchad a grandi tout d'abord. Quand on est grand, on est souverain. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir au-delà de tout, c'est l'échec pur et simple de la politique de Macron. Les autorités françaises ont réussi sous Macron parce que c'est carrément la descente. Les malaises et les échecs des opérations militaires, notamment Barkhane, Serval, qui n'ont pas apporté de résultats escomptés dans la lutte contre le terrorisme. Si vous voyez le cas spécifique du Mali, du Niger, du Burkina et du Tchad, récemment, avec les attaques et les embuscades de Boko Haram contre l'armée tchadienne, malgré la présence de la France, la question se pose. Et pour le cas spécifique du Tchad, moi je dirais que c'était attendu et même prévisible. Depuis janvier 2024, moi je m'attendais à ça, parce que le président tchadien a rencontré personnellement Poutine sur l'invitation de Poutine. On sait que dans les enjeux géostratégiques et sécuritaires, il n'y a pas de cadeau, c'est les intérêts qui comptent. Donc à la rencontre avec Poutine, il y a eu des décisions qui ont été prises. Et récemment aussi, on a vu que le président tchadien arrête de participer aux commémorations des débarquements en France. Donc il y a vraiment le malaise qui était là. Et il a tiré le son de tout ceci. Et la sincérité française comptait beaucoup. Donc il a su que vraiment il faut diversifier ces partenariats. Et si on est souverain, on va être comme le Mali, comme le Niger et le Bénin, il faut emboîter le pas. Pour le cas spécifique du Sénégal, pour moi, ça rentre dans la communication. Parce que dans le plan du PASTEF, au départ, avant qu'ils aient le pouvoir, ils avaient affirmé que les bases françaises seront fermées. Donc il y a eu des remous au sein de la société sénégalaise et des panafricanistes qui attendent toujours cette décision. Donc la décision prise par Diomaye ne fait qu'y pour apaiser cette opinion. Pour apaiser la tension. Oui. Il a été courageux et salutaire en tant que panafricaniste. La présence des bases étrangères ne s'accommode pas avec la souveraineté. Tembélé sur ces décisions de ces deux pays qui finalement appellent déjà au départ des troupes françaises de leur pays. Pour le Sénégal, on va essayer de relativiser. Je m'en réjouis parce que, comme il l'a dit une fois de plus, on est en train de donner raison justement à l'AES, pas qu'au Mali, parce que nous avons tous compris qu'un pays qui a sur son sol une base militaire française ne va jamais s'épanouir. Parce que le maintien, n'est-ce pas, de ces forces françaises, on va dire pas seulement des forces françaises, mais des forces étrangères, c'est aussi un moyen de pression sur l'État qui accueille la force. Parce que c'est une manière de vous maintenir sous pression. Et tant qu'ils sont sur votre sol, ils vont tout faire pour créer des conditions pour que vous ayez toujours besoin d'eux. Toutes ces missions que vous voyez, ça et là, un peu partout en Afrique,
force Licorne, force opération Barkhane, ces opérations déguisées en opérations de lutte contre le terrorisme en réalité sont des opérations qui ont été créées de toutes pièces pour maintenir, n'est-ce pas, une forme de colonisation, de récolonisation sur les États africains. Donc en acceptant justement de les remercier, leur dire que bon voilà, aujourd'hui nous sommes suffisamment grands, nous avons des armées professionnelles, des armées républicaines, nos armées peuvent nous sécuriser, permettez-nous donc d'avoir des partenariats avec des partenaires que nous avons nous-mêmes choisis. Ne venez pas nous mettre de pression, nous ne pouvons pas aller faire ça chez vous. Permettez-nous de profiter, n'est-ce pas, de notre souveraineté. C'est donc un acte courageux, c'est un acte à saluer et je pense que ça va permettre aux autres États africains qui sont dans la même situation de prendre conscience et d'aller dans le même sens. C'est vraiment, je m'en réjouis. Soumano. Bon, vous savez, les armées étrangères et précisément l'armée française est présente en Afrique sur la base d'une convention. Et ces conventions obéissent à ce qu'on appelle le principe de l'autonomie de la volonté. Et donc ça donne toujours droit à ceux-là qui ont initié cette convention, qui l'ont signée, de pouvoir se rebiffer. Et quand ils se rebiffent, de mon point de vue, c'est sur la base d'une analyse faite de la situation, toutes les informations ont été prises et ils décident que peut-être c'est le meilleur parti pour eux de pouvoir dénoncer la convention. Donc en cela, il n'y a rien d'illégal de mon point de vue. Et également, ça permet, comme certains de mes prédécesseurs l'ont indiqué, ça permet d'affirmer sa véritable souveraineté de mon point de vue. Et donc je pense que si certains pays l'ont réussi, peut-être que c'était le bon chemin qu'ils ont emprunté de mon point de vue. Et donc je pense que déjà le fait même d'avoir dénoncé, ça traduit le fait que les uns et les autres se sont rendus compte d'un certain nombre de choses, donc qui pourront motiver cette décision-là. Yatara. Oui, on peut dire que le Mali a fait quand même des émules. Je crois qu'après le Burkina, le Niger, le Tchad, c'est aussi le Sénégal. Mais ça rentre aussi dans le cadre des promesses électorales. Donc, ils ont intérêt à tenir ces promesses électorales-là. Sinon, les prochaines échéances, ils vont payer ça cher, cash. Voilà, donc ce n'est que ça. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard croisé qui recevait donc comme invité Dr Amadou Touré, chercheur en sciences politiques, Chakmar Soumano, coordinateur du Baromètre, Abdallah Yatara du parti Yelema, Moussa Tembeli du CDP Mali Koura. Allez-y, oui. Juste pour profiter de l'occasion, là, la jeunesse de la commune rurale de Sana qui m'a appelé avant-hier, et je crois qu'ils ont de sérieux problèmes. Ils ont de sérieux problèmes en ce sens, et sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'éducation, et sur le plan de la santé aussi. Sana, nous sommes dans quelle région? Dans le cercle de Massina, la commune rurale de Sana. Tenez bien que les élèves qui ont passé au DF n'arrivent jusqu'à présent pas à quitter le village pour pouvoir rejoindre les établissements. Pour raison de sécurité, d'insécurité. Tout à fait, 100%. Donc ils appellent vraiment la bonne volonté des autorités pour vraiment lever cet embargo-là et puis que la population puisse librement vaguer à ses occupations. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.